Je vais vous expliquer quelles sont nos missions en tant que gestionnaire des bâtiments communaux, dont fait partie le château, et surtout quelle est la spécificité de notre mission liée au fait qu'on est à la fois en présence d'un monument historique, mais aussi sur un établissement qui reçoit du public. Donc c'est ce que j'évoquais rapidement, deux éléments, donc on va le voir tout au long de la présentation, d'un côté le musée, d'un côté le monument historique, avec des cadres réglementaires et des législations qui sont différentes selon qu'on considère le musée ou le monument historique. Donc le château, classé monument historique, avec une mission donc, essentielle de conservation de l'édifice et des règles très précises qu'on verra tout à l'heure pour l'autorisation et la mise en œuvre des travaux. Et puis d'un autre côté, le musée avec des œuvres, des collections et un établissement donc, ouvert au public avec des missions de conservation des œuvres, de valorisation des collections, mais aussi une attention particulière sur les conditions d'accueil du public. Et là, avec des normes, alors je suis désolée, on va beaucoup parler de normes et de réglementation, mais des normes qui sont spécifiques liées à la sécurité incendie et aussi à l'accessibilité des personnes handicapées, qui sont régies par un code qui est différent, le code de la construction et de l'habitation. Donc pour nous, c'est vraiment un double enjeu, à la fois un enjeu de conservation du monument historique, tout en assurant la lisibilité des collections et en garantissant le respect des normes qui sont liées à l'accueil du public. Donc c'est pas toujours facile. Donc mon intervention va s'articuler autour de trois parties. On parlera d'abord du monument historique, dans un deuxième temps du musée, et puis dans une troisième partie, on verra quels sont nos projets et quelle est notre feuille de route pour les années à venir. Donc rapidement, quelques précisions donc, sur le classement. Donc, le château de Dieppe est classé monument historique depuis 1862. Donc c'est un classement qui a évolué au cours du temps, et donc depuis 1995, le périmètre de protection a été étendu à l'ensemble du système défensif, c'est-à-dire que sont classés à la fois les bâtiments, les murs d'enceinte, les murs de soutènement, les terrasses. Donc je vais passer sur une photo, ce sera peut-être plus clair. Donc je cherche mon curseur. Donc voilà, le bâtiment est classé, alors à l'exception de l'extension qui a été réalisée dans les années 80, mais aussi l'ensemble du système défensif, c'est-à-dire tous les murs d'enceinte, la tour Saint-Rémy, le mur qui se trouve à l'arrière du Square du Canada, et également, on l'aperçoit sur cette photo, un mur qui fait partie de l'enceinte du château, qui est le mur qui se trouve aussi au niveau de la rue des Falaises. Donc rapide rappel de la définition sur ce qu'est un monument historique. Un monument historique est un édifice qui a été classé ou inscrit, puisqu'on a deux régimes de protection, afin de lui assurer une protection juridique du fait de son intérêt historique ou artistique. Donc il faut retenir que c'est une reconnaissance par l'État de l'intérêt patrimonial d'un bien. C'est un statut juridique qui a pour objectif de le protéger pour qu'il soit conservé, restauré et mis en valeur. Et l'élément important également, c'est une protection et une servitude qui est pérenne dans le temps, c'est-à-dire qu'elle va suivre l'immeuble, le bâtiment, en quelques mains qu'il passe. Donc si le bâtiment est cédé ou revendu, la protection suit le bâtiment. Et donc d'un point de vue purement réglementaire, c'est une protection juridique donc, qui a été fondée par une loi très importante qui est la loi de 1913 et qui est reprise actuellement par le Code du patrimoine. Donc on va le voir, il y a un certain nombre d'avantages et de contraintes qui sont liées à cette protection. Donc il faut savoir que c'est le propriétaire du monument historique qui est le maître d'ouvrage des travaux qui sont entrepris, donc ça depuis 2009 puisque la réglementation a changé. Donc le maître d'ouvrage c'est la personne qui est commanditaire des travaux. Et donc il appartient au propriétaire à ce titre de définir les programmes des opérations d'entretien, de restauration, de modification, de choisir lorsque c'est nécessaire un maître d'œuvre, donc on pourrait appeler ça un architecte, et là encore on a des contraintes particulières puisque pour intervenir sur un monument historique on ne peut pas retenir n'importe quel architecte, il faut que ce soit un architecte du patrimoine et selon les cas avec une expérience bien précise. Il appartient également au propriétaire d'obtenir les autorisations de travaux, on y reviendra par la suite, de choisir les entreprises et les restaurateurs, et également d'assurer le financement des travaux et de solliciter donc l'aide de l'État, notamment on y reviendra, des collectivités territoriales ou éventuellement d'autres partenaires financiers.
Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment une responsabilité pleine et entière du propriétaire par rapport à l'entretien et à la restauration du monument historique. Donc si on en revient au château, le château est une propriété de la ville de Dieppe. Alors j'ai noté depuis 1903, hier on demandait 1905, donc voilà, en tout cas on est à peu près dans la même période. Et donc de ce fait, il appartient à la ville de Dieppe d'entretenir et de restaurer le bien. Donc je vais vous donner, sans être exhaustif, quelques exemples de travaux. Donc le premier, ce sont des travaux qui ont été réalisés en 2015 au niveau de la consolidation du mur de Courtine Sud. Donc c'est ce mur qui se trouve ici dans le prolongement de l'extension récente. À titre d'exemple, par rapport au financement des travaux, donc c'est des travaux qui ont été financés alors par la ville, mais aussi par la DRAC à hauteur de 45% et du département Seine-Maritime. Donc là, une petite photo avant travaux, une photo après travaux. Autre exemple de travaux réalisés en 2020, la réparation de l'échauguette sud-est. Donc en fait, c'est cette petite tourelle qu'on voit quand on est au niveau de l'esplanade de Ribot. Donc ça, ce sont des travaux qui ont également été financés par la DRAC à hauteur de 40% et par le département de Seine-Maritime à hauteur de 25%. Puisque classiquement, sur les opérations qu'on lance donc de travaux actuellement, à partir du moment où la DRAC, donc je ne l'ai pas dit, les directions régionales des affaires culturelles financent les travaux, le département de Seine-Maritime nous apporte systématiquement son soutien. Donc là, vous avez un exemple assez parlant à nouveau avant travaux, où on voit que les maçonneries sont vraiment abîmées, les joints sont détériorés. On avait aussi un risque en fait de chute, puisque l'échauguette était complètement déstabilisée, donc tout a été repris et une porte a été reposée. Et enfin, un dernier exemple plus récent de travaux réalisés en 2021, donc au niveau du pont, qu'on appelle aussi le pont-levis, donc travaux financés également par la DRAC et le département. Donc, une photo pendant les travaux et après travaux, là on voit bien, donc en fait on a restauré, c'est pas forcément visible sur la photo, mais le pilier, la culée du pont, et on a également remplacé les passerelles qui se trouvent ici et à l'entrée du château. Donc sur le deuxième aspect qui est plutôt lié à la gestion patrimoniale du musée, ça paraît évident, mais ça a des conséquences importantes pour nous dans la gestion du bâtiment, c'est qu'un musée est un établissement qui est ouvert au public, donc réglementairement c'est un établissement recevant du public, donc on appellera ça un ERP, donc qui est ouvert à des personnes extérieures, alors quel que soit le mode d'accès, que ce soit gratuit ou payant, restreint ou sur invitation, et que donc c'est ce que j'évoquais en introduction, d'un point de vue réglementaire, les ERP sont régis par le Code de la construction et de l'habitation, et de ce fait, on a de nombreuses obligations réglementaires qui sont liées notamment à la sécurité incendie et à l'accessibilité des personnes handicapées. Donc la ville de Dieppe, en tant qu'exploitant d'un ERP, est soumise à un certain nombre d'obligations. Donc elle doit maintenir l'établissement en conformité avec la réglementation. Elle doit faire procéder à des vérifications techniques des installations et des différents équipements. Donc ça peut être les installations électriques, les dispositifs d'alarme, de sécurité incendie, les installations gaz. Elle doit tenir à jour le registre de sécurité et d'accessibilité. Elle doit assister aux visites de contrôle de l'établissement par la commission de sécurité, puisque quand on est établissement recevant du public, on est contrôlé périodiquement par la commission de sécurité. Et la ville de Dieppe doit également déclarer les travaux, les aménagements et les modifications qui sont projetés dans l'établissement. Et donc du point de vue de la sécurité notamment, ces mesures ont pour but d'assurer la sécurité des personnes, de favoriser aussi, on y reviendra dans les exemples de travaux, l'alerte et l'intervention des secours, ce qui n'est pas forcément évident, et de limiter les pertes matérielles. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure au niveau de la réglementation, c'est que dans un ERP, donc un établissement qui reçoit du public, tous les travaux d'aménagement ou de modification sont soumis à une autorisation du maire, et cette demande d'autorisation est examinée par des commissions communales de sécurité et d'accessibilité.
Et les travaux ne peuvent être autorisés que si ils sont conformes aux règles d'accessibilité et de sécurité incendie. Et donc la contrainte pour nous, c'est que dans certains cas, on le verra au travers d'exemples par la suite, c'est que les travaux peuvent être à la fois soumis à l'autorisation de la DRAC à partir du moment où on touche au monument historique et à l'autorisation ERP. Et ce n'est pas parce qu'on a l'autorisation de la DRAC pour réaliser les travaux que d'office, on a l'autorisation qui est liée à l'ERP. Donc pour nous, en fait, l'enjeu, c'est de proposer et de réaliser des travaux qui permettent de concilier à la fois les obligations architecturales et patrimoniales avec la conformité aux règles en vigueur. On arrive dans les 5 dernières minutes. Ça va se terminer. Donc je vais aller assez rapidement sur quelques exemples de travaux grâce à des photos. Donc là, c'est l'exemple d'une opération d'aménagement de l'accueil et d'une salle pédagogique en 2014, où forcément on a dû déclarer les travaux pour être conformes donc, à toutes les règles qu'on a évoquées de sécurité et d'accessibilité, mais aussi soumis à l'autorisation de la DRAC, puisqu'il a été décidé à ce moment-là de valoriser une des tours du château et de redonner la lecture d'une tour qui n'était pas visible du public jusqu'à maintenant. Autre exemple, on en a parlé rapidement ce matin, mais aménagement d'un bloc sanitaire en 2014. Donc là encore, ces travaux avaient dans un premier temps pour but de répondre à l'accessibilité, puisque l'objectif était d'aménager un bloc sanitaire aux normes pour les personnes à mobilité réduite. Et on a eu des prescriptions particulières. À titre d'exemple, par exemple, on a posé un carrelage qu'on aperçoit sur la photo, et la DRAC nous a demandé de surtout préserver le sol historique et de veiller à ce que notre carrelage, notre sol, soit complètement indépendant du sol historique pour pouvoir, si on a besoin un jour de retrouver le sol historique, de réintervenir, de désolidariser complètement les deux. Et puis avec l'exemple aussi de l'échiquier, qui n'était pas prévu dans notre programme de travaux, mais qu'on a découvert en cours d'opération. Donc voilà, ça nécessite aussi, en cours de travaux, une vigilance de notre part, puisqu'on peut être amené parfois à faire des découvertes fortuites, comme la grotte par exemple, dont on a parlé ce matin. Et puis autre exemple très parlant, qui touche à la fois à la sécurité incendie et au monument historique, on a été saisi d'une demande des pompiers pour renforcer la défense incendie, puisqu'il y a encore peu de temps, tous les véhicules des pompiers ne pouvaient pas accéder à la cour du château, parce que tout simplement le portail était trop bas. Donc on a été amené à rehausser, alors de peu de choses, hein, mais le portail, de manière à permettre l'accès des pompiers, ce qui nous a forcément, ce qui a engendré des échanges avec la DRAC, puisqu'à partir du moment où on touche aux maçonneries et aux bâtiments monuments historiques, on est forcément en échange et en autorisation avec la DRAC. Et puis après, on a des interventions qui, elles, sont moins contraintes d'un point de vue purement réglementaire, qui sont plus des opérations d'embellissement, comme on l'a vu, et qui sont liées aussi à l'évolution de la muséographie et notamment des expositions temporaires. Et donc la conclusion, je vais passer vite, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que finalement un musée dans un monument historique, ça nécessite d'avoir une vision globale, à la fois si on veut prendre en compte les obligations architecturales et patrimoniales, les normes en vigueur, et si on souhaite aussi s'adapter aux évolutions envisagées en matière de muséographie et de scénographie. Donc pour cela, on va devoir mener un certain nombre d'investigations et d'études. Donc dans un premier temps, on va mener des investigations techniques et scientifiques, c'est-à-dire qu'on va réaliser un bilan sanitaire du château qui a déjà été fait en 2006, mais qui nécessite une actualisation, des diagnostics plus techniques sur la gestion des eaux par exemple, pour avoir vraiment une vision exhaustive de toutes les problématiques sanitaires et patrimoniales. Donc pour cela, la ville de Dieppe va missionner un architecte qui sera chargé de la réalisation de ce diagnostic et qui sera également chargé par la suite de l'élaboration d'un programme de travaux et de la maîtrise d'œuvre des travaux à venir. Et parallèlement à cela, donc si on souhaite avoir une vision globale et une cohérence globale sur le château-musée, donc les équipes du musée, on en a parlé aussi ce matin, vont devoir finaliser leur projet scientifique et culturel. Donc qu'est-ce qu'un projet scientifique
et culturel, finalement, c'est un document qui définit l'identité et les orientations à venir pour le musée, donc à la fois en termes de projets de valorisation, de transformation des espaces, savoir ce qu'on veut montrer, des espaces qui éventuellement aujourd'hui ne sont pas visités, s'interroger sur les parcours de visite, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et donc, pour nous aujourd'hui, l'objectif c'est d'établir une feuille de route pour les années à venir, qui se base à la fois sur le bilan sanitaire et patrimonial du château qu'on va réaliser, mais aussi sur le PSC du musée, de manière à pouvoir avoir une programmation globale de travaux et d'aménagement, puisqu'on a vu que tout était lié, qui permettent de répondre à la fois donc à plusieurs objectifs. Donc le premier, bien évidemment, donc la résorption de tout ce qui est pathologie sanitaire de l'édifice, la restauration et la conservation patrimoniale du château, la prise en compte des nouvelles orientations muséographiques, et puis l'intégration de l'ensemble des normes et des exigences réglementaires. Donc c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de la sécurité, de l'accessibilité, mais on est aussi concerné par des obligations réglementaires qui concernent par exemple la réduction des consommations d'énergie. Donc l'intérêt pour nous, c'est vraiment d'avoir une feuille de route globale. Donc ce programme fera l'objet d'une estimation financière avec un phasage des travaux, puisque il faut imaginer que sur un bâtiment comme le château, ça peut très vite monter à plusieurs dizaines de millions d'euros, et que cela nécessitera des priorités d'intervention à définir de manière à ce que les travaux puissent être phasés dans le temps.